Le fil directeur, en tout cas, de tous ces sujets différents, c'est que j'avais, comme projet, en tout cas, de rentrer et de contribuer énormément au Tchad. Et Ah, donc, d'accord. voilà, c'est pourquoi je m'étais déjà lancé dans l'énergie renouvelable. Le Tchad, il faut savoir que c'est un pays à moitié désertique. Et donc, je me suis dit pourquoi on n'est pas exploité tous ces potentiels et tout. Mhm. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié de la diaspora. Dans ce podcast, dans cette émission, nous donnons la possibilité à différentes personnes issues de la diaspora afin qu'elles puissent s'exprimer, partager leur parcours, différentes anecdotes, et également donner des astuces pour pouvoir avoir un parcours épanoui dans la diaspora. Aujourd'hui, nous avons avec nous un nouvel invité avec qui nous allons passer un sacré bon moment. Restez scotchés avec nous, ce sera très très intéressant. Salut Roméo. Bonjour. Donc merci déjà d'avoir accepté de participer, de jouer le jeu. Mhm. Et on va essayer ensemble de passer un très bon moment et d'entrer dans ton univers en quelque sorte. Donc pour introduire, je te laisse le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui aimeraient davantage savoir pourquoi Roméo est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, voilà pour me présenter très rapidement. Roméo Zévé, je viens du Tchad. Et donc, j'ai fait mon lycée français au Tchad avant de venir ici en France, où j'ai intégré une classe prépa, plutôt voilà, scientifique. Et je me suis dirigé vers une école d'ingénieur, l'Université technologique de Compiègne, où je me suis spécialisé en mécanique puis en supply chain. Et à la fin de mes études, j'ai décidé de continuer à l'ESSEC parce que voilà, j'ai comme projet professionnel de faire globalement de la stratégie opérationnelle et du conseil en stratégie de manière plus globale. Est-ce qu'il y avait une raison spécifique d'avoir choisi le lycée français ou ce sont tes parents qui ont fait le choix ou comment ça se passe en fait ton accession au lycée français quoi? Alors, moi j'ai eu un parcours plutôt assez atypique. Ok, J'ai commencé tous mes études dans un lycée tchadien classique ok, et ensuite j'étais dans un lycée catholique qu'on appelle lycée collège Saint-Etienne. Et dans ces collèges, à la fin du cycle des collèges, on a la possibilité donc d'aller au lycée français sur concours. Donc, ce ok, qui permet, qui subventionne donc une partie de tout ce qui est frais d'études. J'ai passé d'accord. ces concours, j'ai réussi et c'est comme ça que j'ai intégré le lycée français. Et ça, c'était voilà, un plan que j'avais conçu parce que le lycée français, au-delà voilà, de la qualité du niveau d'études, ça Mhm. permettait aussi, ça ouvrait aussi beaucoup plus de portes, notamment pour poursuivre ses études ici en France. C'est quoi la suite une fois que tu as intégré le lycée français? Donc voilà, quand j'ai intégré le lycée français, et donc j'avais déjà ces projets de faire tout ce qui est ingénierie. J'ai D'accord. baigné dans ces milieux. Voilà, mon père était ingénieur en génie civil, donc depuis le début, je savais que je voulais faire ingénieur d'abord. Mhm. Et arrivé là aussi en terminale, il y avait aussi, j'avais le choix entre venir classiquement continuer mes études en France Mhm. ou tenter de décrocher un autre concours. C'est ce que j'ai D'accord. fait, la bourse d'excellence majeure. Donc Ah, voilà, d'accord. en terminale, donc grâce à cette bourse, je suis venu ici en France commencer ma classe préparatoire à Mulhouse. Cette bourse, elle est déjà réservée qu'aux étudiants qui sont dans les lycées français à D'accord. l'étranger, ouais. Et donc, à ces moments, et qui n'ont pas la nationalité française en plus. Et Ah, ok. donc, il faut cumuler quand même pas mal de conditions, Ok. mais c'est à la portée quand même de beaucoup de gens. On est une grosse promo en tout cas. Ah, super. Donc, si tu fais le lycée français Mhm. et que voilà, tu as la nationalité tchadienne, je pense, Oui, ou étrangère, qui n'est pas exactement, française, exactement. là, tu peux postuler à cette bourse-là, avoir obtenu cette bourse-là et tout. Les premiers critères, en tout cas, d'attribution de la bourse, ça sera l'excellence du dossier. D'accord. Ensuite, en fonction de l'étudiant, donc cette bourse elle est financée par le ministère des Affaires étrangères françaises et aussi avec une partie de l'agence d'enseignement à l'étranger qu'on appelle l'AFE. Donc, c'est eux qui vont, en fonction du profil donc, de l'étudiant, le subventionner jusqu'à une prise totale de son coût de vie, si cela est nécessaire, par exemple. D'accord. Ok. Super. Donc, du coup, tu réussis à obtenir cette bourse. Ça veut Mhm. dire que tu es très brillant comme étudiant. Et puis, tu arrives en France en classe préparatoire. Comment ça se passe en classe préparatoire? Le système des classes préparatoires n'existe pas au Tchad. Et ça, donc,
comme j'avais pas trop connaissance de ces éléments, je m'étais déjà pas beaucoup renseigné sur tout ce qui est différents types de classes prépa, parce que voilà, faut savoir que les classes prépa sont classées et qu'en fonction desquelles prépa on peut être un peu plus ou moins ambitieux sur les écoles qu'on vise. Et de deux, ensuite, en fonction maintenant de quelle école on vise, on peut soit voilà, travailler plus ou moins. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce système, je ne le connaissais pas très bien. Donc, quand je suis arrivé en prépa, mon but c'était déjà de réussir mes années. Voilà, ce qui était louable, mais pas, je ne visais pas tout de suite le top. Top, ouais. Finalement, quelle est l'université qui a pu t'accueillir après tes classes préparatoires? Alors, déjà, moi, quand j'étais venu ici, déjà en France, bien sûr, je voulais faire tout ce qui est école d'ingénieur, mais j'avais adossé ça à mon projet, celui de faire tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc, à ce moment-là, j'ai déjà passé les concours classiquement, donc des écoles qui sont accessibles après concours, après post-prépa. Et il y a aussi les écoles qui sont accessibles post-bac, et qui sont aussi ouverts aux étudiants des prépas. Okay. Et donc, c'est à ce moment que il y avait l'UTC parmi ces écoles une très bonne école avec une formation assez généraliste. Et surtout, le point fort, c'est qu'on peut choisir totalement ses cours, donc construire son parcours. Et ces concepts-là m'ont beaucoup séduit parce que voilà, ça me permettait une certaine flexibilité et de pouvoir en tout cas ajuster son projet professionnel tout au long. Et c'est comme ça que j'ai décidé, après même bien sûr j'avais eu des écoles d'ingénieurs sur concours, j'ai décidé d'intégrer quand même l'UTC. Ok, ça marche. Et donc du coup, une fois que tu rejoins l'UTC, du coup tu as fait une dominante plus énergie renouvelable, c'est ça? Non, là aussi c'est quand je suis arrivé à l'UTC, donc j'avais tout de suite le choix entre déjà m'orienter vers des cours un peu plus mécaniques ou énergie. En tout cas en phase générale, ce qu'on appelle la branche avant de se spécialiser. Donc j'ai choisi des cours qui touchent un peu tout ce qui est à la thermo, etc. Mais aussi des cours qui touchent à la mécanique, un peu de robotique. C'est là où j'ai pris goût à comment dire, un peu à la robotique. Bref, je voyais que j'avais un profil plus généraliste que spécialiste en fait. D'accord. Et ce qui m'a amené d'en faire un premier stage en tout ce qui est conception et puis méthode. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces stages, lors duquel aussi j'ai pu discuter avec différents types de profils, essayer de voir comment est-ce que j'inscrivais ces stages dans mon profil, dans mon projet professionnel. Et notamment, je pense que c'est aussi notamment grâce à cette discussion et beaucoup de recherches aussi que j'ai petit à petit convergé vers la branche plutôt génie industriel qui va au-delà en fait parce que ça intègre non seulement une compréhension du côté mécanique, il faut savoir ce qu'on fait, comment on fabrique et tout, le côté électronique si jamais on a des machines qui font intervenir ça, mais surtout il intègre le côté cette dimension la finalité de toute la chaîne de production en fait. C'est lui de servir un besoin de rêve en fait. Ok, ça marche. Et donc tu valides ta formation à l'UTC. C'est quoi la suite de ton parcours? Alors, c'est là aussi où, j'ai eu un projet professionnel qui a pas mal changé. Ça a évolué. Beaucoup évolué en tout cas. Mais le fil directeur en tout cas de tous ces sujets différents, c'est que j'avais, comme projet en tout cas de rentrer et de contribuer énormément au Tchad. Et donc voilà, c'est pourquoi je m'étais déjà lancé dans l'énergie renouvelable. Le Tchad, il faut savoir que c'est un pays à moitié désertique et donc je me suis dit pourquoi on n'est pas exploité tous ses potentiels et tout. Et donc quand j'ai compris que ça serait en tout cas beaucoup plus compliqué niveau énergie renouvelable, le Tchad n'a pas encore les moyens ni cette maturité pour mettre ces éléments en place. Je dis comment peut-on les faire différemment, soit en développant un peu l'industrie qui m'intéressait déjà à titre personnel, mais aussi qui s'inscrivait donc dans cette vision un peu de contribuer activement au Tchad. Et quand je suis arrivé à la fin en tout cas de cette formation, je me suis dit, si je me lance maintenant dans le monde professionnel en tout cas, est-ce que je pourrais réaliser ces projets? Donc voilà, j'ai fait pas mal de benchmarks des différents parcours, comment les gens ont, finalement, comment est-ce que je peux faire bouger les choses? Ok.
Au Tchad. Voilà. Et c'est là où j'ai découvert qu'avec des stratégies déjà, que ce soit d'investissement ou plutôt de lancer, comment dire, lancer ou renforcer des entreprises qui sont sur place, on peut faire beaucoup plus en fait. Et que ça intègre, comment dire, comment dire, une dimension beaucoup plus grande et qui va donc, qui touche donc des domaines très variés et qui me permettra en tout cas de réaliser plus facilement mon projet professionnel. D'où cette décision de rejoindre une école de commerce, notamment l'ESSEC qui fait partie des meilleures. D'accord. Donc, je comprends bien que dans ton ambition, dans ton projet professionnel, c'est de contribuer au Tchad, au développement. Et puis, tu t'es rendu compte que l'impact pouvait être plus réel et profond si c'est que tu faisais partie du top management, la stratégie et tout. Donc, parlons du conseil en stratégie. Est-ce que tu peux davantage expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce métier, c'est quoi vraiment le conseil en stratégie? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Moi, déjà, de manière globale, le conseil, j'aime définir, j'aime utiliser la métaphore, en tout cas, de la médecine. Quand une personne est, en tout cas, est malade, elle va chez le médecin qui fait des diagnostics et qui lui propose donc des solutions pour se soigner. D'accord. De même, comment dire, un consultant, quand une entreprise a des problèmes qui peuvent être des sources diverses financières, production, etc. Le consultant, il est là pour diagnostiquer ces problèmes et proposer des solutions qui vont permettre donc à l'entreprise de se dresser. Ça, c'est ce que font les consultants dans la majorité des cas. Et il y a aussi cette personne qui va bien et qui a envie d'aller encore beaucoup mieux. Et donc ça aussi, c'est là où le consultant peut intervenir, à l'aider donc dans tout ce qui est croissance, etc. par exemple. Le conseil, bien sûr, c'est un milieu très vaste vu qu'on a différents types de sujets. Et ça peut aller par exemple du conseil autour des technologies. J'ai une technologie actuelle, je veux l'améliorer. J'ai fait appel donc à un consultant qui est spécialisé dans la technologie. Maintenant, si j'ai une envie de croître ou par exemple de me mettre par exemple sur un marché ou d'investir sur une technologie par contre, à ce moment-là, j'ai fait appel au consultant en stratégie qui lui va utiliser tous les leviers disponibles pour donc accélérer la croissance par exemple de mon entreprise. D'accord. Ok. Et à ton niveau personnel, est-ce que ta formation d'ingénieur UTC, ça te sert à quelque chose en fait aujourd'hui dans ta trajectoire pour être conseiller en stratégie? Est-ce que ton background d'ingénieur a quelque chose de plus en fait? Ça t'apporte quelque chose de plus? Moi, je pense que avoir fait en tout cas une formation d'ingénieur avant de m'orienter vers un tel projet, c'est un très gros plus, voire à la limite un prérequis parce que à travers cette formation, j'ai pu intervenir sur des missions beaucoup plus opérationnelles. Donc, par exemple, concevoir une machine. Quand j'ai mis en place un outil, j'ai tout de suite cette implication technique, faisabilité et tout ça pour donc l'adapter à son environnement et tout. Et ça, je pense cette façon en tout cas connaissance du terrain est important pour quelqu'un qui veut faire de la stratégie parce qu'au final la stratégie va s'appliquer à des personnes qui ont ces métiers au quotidien et avoir été de l'autre côté connaître la technique en tout cas aide beaucoup pour des décisions beaucoup plus éclairées, je pense. D'accord, donc ça te permet aussi d'avoir une meilleure empathie même pour les personnes qui vont être dans l'opérationnel. Exactement. Comprendre même mieux, mettre sur pied des stratégies qui sont vraiment plus faisables, qui sont vraiment plus rapprochées de la réalité, plutôt que juste de la théorie et tout. Maintenant, je vais te poser une question un peu plus se projeter dans le futur, on va essayer. Maintenant, imaginons que tu finisses la formation en conseil en stratégie. Comment est-ce que concrètement tu penses que avec ton background, tu peux contribuer au développement du Tchad comme tu dis en fait que c'est ton projet, c'est un de tes rêves? Alors, là aussi, actuellement, du conseil en stratégie, c'est pas ce qui se fait le plus au Tchad. Et donc, mon objectif en tout cas, c'est d'apprendre
les bonnes méthodes, les bonnes manières de faire un peu à travers le monde et, et si possible, qui sont spécifiquement orientés vers les problématiques africaines en tout cas. Et là, il y a quand même beaucoup de grands cabinets en conseil qui sont installés dans plusieurs pays en Afrique. Malheureusement, il n'y en a pas au Tchad pour voilà, diverses raisons. Mhm. Mais donc, moi, mon objectif, c'est donc de travailler de commencer en tout cas ma carrière dans ces cabinets de conseil. Ah, d'accord. Et j'ai eu l'occasion en tout cas de discuter avec beaucoup de consultants qui sont actuellement voilà, qui y travaillent et qui m'ont confirmé qu'ils interviennent sur des projets vraiment très intéressants, par exemple comme la voilà, mise en place des hôpitaux au Nigeria ou lancement par exemple je sais pas, d'un programme de formation au Sénégal par exemple. Et moi, mon but donc c'est de travailler pendant quelques années sur telles problématiques et ensuite de rentrer au Tchad, soit donc d'apporter mon expertise aux entreprises qui sont installées là-bas ou des gens qui veulent lancer leurs entreprises ou pourquoi pas moi-même lancer mon cabinet de conseil et à ce moment voilà aider donc à différents voilà que ce soit une entreprise ou une personne qui veut donc se lancer dans un projet qui pourra contribuer donc au développement du chat en fait. Ah, super. Donc, c'est une très bonne vision, un très bon projet. On espère que dans un futur proche, J'espère voilà, aussi. tu pourras vraiment mettre sur pied cette ambition-là au Tchad Mhm. et aider en fait les entreprises qui peuvent être sur place Mhm. à pouvoir s'épanouir. Maintenant, toujours concernant ce métier de conseiller en stratégie, est-ce que, vu ta connaissance, enfin, vu que tu t'y intéresses de près, Mhm. est-ce que tu peux relever certaines difficultés majeures qui sont relatives à ce métier-là, voilà, des choses qu'il faut savoir pour quelqu'un qui s'y intéresse? Mhm. Certes, ça peut être intéressant, mais je me dis que c'est pas forcément tout rose et qu'il peut y Exactement. avoir des difficultés. Est-ce que, à ton avis, tu as des éléments avancés sur ce point-là? Exactement comme tu l'as dit, comme voilà, c'est un métier qui est plutôt assez passionnant, responsabilisant et puis voilà, qui permet de faire finalement des choses très diversifiées. Donc voilà, il y a aussi des penchants qui sont, voilà, qui sont, comment dire, un peu pas négatifs, mais voilà, qui sont des difficultés du coup. Mhm. Et donc, l'une voilà, qui est évidente, c'est que comme c'est un métier intéressant, tout le monde veut ça, et donc Ok. la sélectivité est très élevée dans ces milieux. Ok. Et ouais, il faudrait donc se donner les moyens et beaucoup travailler. Et ça peut être un des barrières, par exemple, à l'entrée. Une fois qu'on y est, c'est des métiers aussi qui demandent beaucoup d'investissement personnel parce qu'à ces moments-là, on est amené à travailler beaucoup, mais voilà, parce que, comment dire, c'est des missions qui sont assez stratégiques et qui sont demandées souvent dans des délais très courts et donc voilà qui demandent donc souvent aux consultants voilà, de beaucoup travailler. C'est intéressant ce que tu as mentionné, Mhm. selon lequel la barrière à l'entrée est vraiment forte lorsque tu finis ta formation et qu'il y a plusieurs personnes qui veulent le faire. Mhm. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire donc pour se démarquer lorsqu'on arrive sur le marché? Comment faire pour que voilà, ce soit son profil qui soit sélectionné, par exemple, plutôt qu'un autre profil sur le marché, quoi. Pour pouvoir accéder donc à ces métiers qui est plutôt assez sélectif, il y a Mhm. plusieurs types de parcours qui sont réalisables. Déjà, et en plus de ça, il faut savoir que les cabinets de conseil veulent des profils assez excellents et tout de suite, ils ont par exemple une méthode de sélection qui est assez drastique, mais qui les permet donc de gérer la grande quantité de candidatures. C'est de passer déjà par les écoles cibles. Donc voilà, c'est les top écoles d'ingénieurs et de commerce. Et Ok. voilà, réussir à intégrer ces écoles est déjà la première étape vers le conseil en stratégie. Une Mhm. fois que on est arrivé dans ces écoles voilà, qui nous permettent donc de passer, comme j'ai dit, les screenings, Mhm. il nous faut maintenant se renforcer déjà, notamment au niveau de ce qui est connaissance en stratégie. D'accord. Donc voilà, comme ça, pour pouvoir bien écrire notre lettre de motivation, euh, savoir ce que fait chaque cabinet de conseil, pour voir où est-ce que on souhaiterait intervenir si jamais on est recruté là-bas. Mhm. Puis il y a bien sûr, comment dire, en plus de ça aussi des stages qui sont très intéressantes et qui sont voilà, prisés par les cabinets de conseil, notamment des stages qui sont soit sélectifs et donc qui démontrent que l'étudiant a déjà comment dire, un profil exceptionnel. Donc ça peut être des stages en M&A, des stages au sein même des cabinets de conseil en stratégie
ou des stages au sein des GAFAM par exemple. Et ça peut aussi être des stages en corporate, stratégie corporate ou marketing qui sont aussi comment dire, en tout cas prisés par ces cabinets de conseil. Et au-delà de faire des stages et tout ça, une fois qu'on est screené, on n'a fait que 60% du schéma en vrai. Le vrai challenge, c'est maintenant de réussir les études des cas et d'avoir l'offre. Et c'est là où, c'est en cabinet conseil, c'est 1% des postulants qui ont une offre à la fin. Et ça, oui. Et donc, une personne qui a déjà bien préparé, qui a le bon stage, il est screené, il fait le premier fit où ils éliminent comment dire, il reste que 10% des gens, donc 90% éliminés. Et parmi ces 10%, le seul 1% qui finit à la fin, c'est des gens qui font très bien l'étude des cas. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare sur... on ne le fait pas en dernier moment. Il faut 6 mois, par exemple, de préparation, bien méthodique et tout. Mais vraiment, pour revenir sur l'étude de cas, qui te donne l'étude de cas? Est-ce que c'est toi qui prends une entreprise, je sais pas, un projet, ou bien ce sont les recruteurs qui te donnent une étude de cas, et puis tu dois le faire, et puis ils sélectionnent les meilleurs? Voilà, en tout cas, raccroché avec le métier de consultant en stratégie, il est amené à intervenir sur des problématiques très diversifiées et différentes et imprévues. Et donc, à ce moment, c'est l'intervieweur qui va donc choisir en étude de cas de son plein gré, qu'on fera passer en tout cas au candidat, serait choisi de manière souvent aléatoire pour vraiment voir comment il arrive à s'adapter à différents types de problématiques ou de secteurs. Et ça aussi, c'est un des critères et des qualités requis pour être consultant, l'adaptabilité et puis finalement pouvoir travailler un peu, être bon sur différents types de choses, quoi. Pour aller sur le plan du profil d'une personne qui veut faire conseiller en stratégie, selon toi, quelles sont les qualités ou bien quels sont les soft skills qu'une personne devrait avoir s'il veut se lancer dans le conseil en stratégie? Donc voilà, selon moi en tout cas, comme je disais tout à l'heure, un consultant en stratégie est tout de suite amené à discuter avec donc, des profils assez orientés directeurs, etc. Parce que c'est à eux qu'il donne ses conseils. Et donc, l'un des éléments en tout cas requis, c'est un très bon niveau en communication. D'accord. De l'aisance relationnelle pour donc pouvoir passer son message. Mais bien sûr, derrière, il faut passer un message qui est assez précis et comment dire, concret et concis. Et donc, à ces moments-là aussi, il faut cette rigueur. Donc, pour éviter, parce que les recommandations qu'un consultant fait impactent l'entreprise de manière globale. Donc, il faut donc avoir de la rigueur. Et bien sûr, ces recommandations, souvent, il ne les fait pas seul. Il les fait en équipe. Et donc, là aussi, il faut donc savoir travailler en équipe, être assez flexible pour donc mieux analyser les données qu'on aura récoltées. D'accord, ok, donc bon communicant, être assez rigoureux et être assez flexible. Exactement. Donc, si toi qui nous écoutes, tu sens que tu as ces qualités-là, voilà, peut-être le conseil en stratégie, ça peut être une bonne carrière pour toi. Ok, super. Mais du coup, là, actuellement, tu as fait une école de commerce. Mais est-ce que pour pouvoir faire ce métier de conseiller en stratégie, c'était également possible en passant par un MBA, par exemple? Oui, ça aussi, c'est un des chemins que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. D'accord. En effet, oui, quand on a fait, on a une expertise, par exemple, dans un domaine précis, quelqu'un qui a fait ingénieur en automobile et qui veut, par exemple, basculer côté stratégie, que ce soit dans ce secteur ou un autre, il peut donc à ce moment faire un MBA qui va non seulement le permettre d'être éligible pour ces cabinets de conseil, mais aussi le permettre finalement de découvrir de nouvelles choses. Il faut aussi savoir que les MBA, souvent, il est accessible après quelques années de travail et qu'il coûte assez cher. Donc ça, c'est des paramètres qui font que, par exemple, moi, j'ai priorisé de les faire directement, de continuer l'école de commerce directement après mon diplôme d'ingénieur. Ok, donc ça marche. Donc, toute personne qui nous écoute, si vous êtes par exemple ingénieur et que cette perspective-là de faire
dans le top management, dans le conseil en stratégie vous intéresse, il y a également la possibilité de le faire en passant par un MBA. Après, je pense que c'est 3 ans d'expérience professionnelle, quelque chose comme ça. Au minimum, oui. Et puis, voilà, c'est possible d'accéder à cet univers-là. C'est tout bon. Je pense que tu nous as vraiment partagé une mine d'or en termes d'informations sur le métier de conseiller en stratégie et également sur tes projets. Bon, nous te souhaitons vraiment le meilleur et on espère que d'ici quelques années, voilà, on va se au Tchad. Il y a certaines entreprises de conseiller en stratégie, un certain consultant là qui fait des merveilles et puis fait de grandes choses. Donc, vraiment, nous vous remercions pour votre écoute. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Bon, nous ferons plaisir de répondre du mieux que possible. Donc, abonnez-vous davantage à la chaîne, partagez et likez. On se dit à une prochaine émission. Merci à tous et bonne journée.